Bonjour. Les sourds ont une histoire, le saviez-vous? L'œil et la main s'intéresse à cette histoire, souvent mal connue et peu transmise. En effet, c'est comme si les sourds n'avaient pas leur place dans l'histoire. Pourtant, nous allons nous intéresser à des personnages illustres et à des événements majeurs de l'histoire des sourds. En septembre 1880, il y a 126 ans, des professionnels se sont réunis en congrès à Milan. Ils décidèrent de mettre fin à l'enseignement en langue des signes, lui préférant la méthode oraliste. Si l'on connaît les conséquences de cette décision pour les sourds, on connaît moins les raisons politiques et historiques qui ont conduit à une telle prise de décision. On regarde. Vers 1760, l'abbé de l'Épée avait créé la première école pour sourds, la première institution où les sourds s'exprimaient en langue des signes, apprenaient à développer cette langue des signes et passaient à la compréhension du français écrit par la langue des signes, avec des professeurs eux-mêmes sourds s'exprimant en langue des signes. La France est très très en avance de ce point, c'est la première nation au monde qui a un enseignement de ce type. L'abbé de l'Épée a créé une méthode d'enseignement basée sur des signes, très proche de ce qu'on appelle aujourd'hui le français signé. Il les a appelés les signes méthodiques. Voilà ce qu'il a mis en place. Le vocabulaire utilisé, quant à lui, venait de la communauté sourde. Il se l'est approprié et l'a modifié dans le but d'enseigner. Il a créé une méthode, il n'est pas à l'origine de la langue des signes. En tout cas, l'abbé de l'Épée, peut-être même sans le savoir, fait cette formidable découverte que les sourds ont toujours communiqué entre eux par geste, il suffisait qu'ils se rencontrent. Et s'ils se rencontraient à plusieurs, eh ben, ils créaient, ils inventaient une micro-communauté pratiquant comme langue une langue visuo-gestuelle. Eh bien, lui, son coup de génie, ça va être d'institutionnaliser cela. Pereire n'était pas uniquement axé sur l'oral. Il utilisait la dactylologie comme un support de la parole. Après Milan, ce sera différent. Il n'y en aura plus que pour l'oralisme. Pereire a utilisé l'oral et la dactylologie comme outil. Il enseignait dans les milieux aisés car il se faisait payer cher. Au début de sa carrière, il choisissait de préférence des enfants sourds qui avaient déjà reçu l'instruction de moines sourds en langue des signes. Les enfants arrivaient à bien parler grâce à leur base en français. En fin de carrière, lorsqu'il a enseigné à des sourds à qui on n'avait jamais rien appris en langue des signes, les résultats sont restés mitigés, alors qu'à ses débuts, ils étaient manifestes. L'esprit de la Révolution française et la philosophie de l'abbé de l'Épée se rejoignaient. Pour commencer, l'abbé de l'Épée dispensait un enseignement gratuit et ouvert à tous parce que l'Église s'inquiétait du sort de ces sourds qui n'avaient reçu aucune instruction religieuse et qui risquaient l'enfer après leur mort. Il fallait donc leur montrer la voie. La Révolution française y voyait un enseignement gratuit. Pour elle, c'est ce qui primait. Ça allait dans le sens des institutions publiques, de l'élargissement du droit de vote et de l'égalité grâce à cet enseignement public. Par ailleurs, les effets de la scolarisation se retrouvaient dans la diminution de la mendicité et une augmentation du niveau de vie, qui était l'objectif même de la Révolution française, l'égalité pour tous. Et la Révolution reconnaît l'apport de l'abbé de l'Épée. En 1790, elle le décrète bienfaiteur de l'humanité. Donc, on peut dire
89-90, la Révolution française reconnaît totalement les droits linguistiques de l'homme et la liberté d'expression et la liberté de communication, parler librement, écrire librement, comprend à la fois le droit de parler et écrire en breton, de lire les lois et décrets dans les différentes langues régionales, mais aussi le fait de pouvoir s'exprimer en langue des signes. On peut dire que c'est un moment idéal pour les droits linguistiques. Et grâce à l'expérience de l'abbé de l'Épée, se fonde une communauté nationale de sourds qui passe à plusieurs dizaines de milliers de personnes. On n'est plus du tout dans les mêmes, les mêmes chiffres quantitatifs. Et sur le plan qualitatif aussi, alors là, énorme avancée grâce à l'expérience de l'abbé de l'Épée. La langue des signes, qui était une langue de la vie quotidienne, une langue des échanges quotidiens de ces petits groupes de sourds, ces individus sourds, membres de petits groupes entre eux, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, enfin bon, une langue de la quotidienneté. Cette langue-là devient langue institutionnelle de transmission des différents savoirs. Donc on va pouvoir faire des cours de géographie, d'histoire, de sciences naturelles en langue des signes. Grâce à la langue des signes, langue première, en travaillant sur le sens, on va permettre aux sourds d'accéder à leur autre langue de socialisation, celle qui va leur permettre la socialisation avec le monde des entendants, la langue écrite. Avant l'abbé de l'Épée, les sourds étaient ouvriers, artisans, mendiants. Très peu sortaient du lot. L'action de l'abbé de l'Épée a permis aux sourds d'accéder à un meilleur niveau de français écrit, à des métiers mieux considérés et donc à une vie meilleure. Le propos n'était pas la reconnaissance identitaire, mais une vie respectueuse des préceptes religieux. Et donc, dans son expérience, l'abbé de l'Épée aussi invente un nouveau métier pour les sourds, professeur auprès des enfants sourds. Donc, bon, ce n'est pas le cas du vivant de l'abbé de l'Épée, il n'y aura pas un professeur ayant ce titre auprès des enfants sourds. Mais dès la génération suivante, dès celui qui va prendre le relais de l'abbé de l'Épée, Sicard, il y a sous la direction de Sicard, dans l'établissement de Sicard, 2 professeurs sourds, Massieu et Claire. Le changement va mettre du temps à se propager dans la société. Mais pour les sourds, être capable d'écrire signifiait être à égalité avec les entendants. Pouvoir faire son chemin, pouvoir progresser, ça a joué comme un déclencheur. Il existait bien quelques sourds lettrés auparavant, mais peu, et ils passaient inaperçus. Par la suite, il y en a eu beaucoup plus. Pendant un siècle, la France, c'est vraiment un modèle. Les droits linguistiques des sourds sont absolument respectés. Et ceci est totalement exemplaire, parce qu'au même moment, en Allemagne, se développe au contraire un enseignement inverse, qui est du côté de l'oralisme exclusif. C'est-à-dire que, en France aussi, étant donné qu'il y a beaucoup de variétés dans la surdité, un certain nombre de sourds, en plus de la langue des signes, accédaient plus ou moins, selon leurs possibilités et leur volonté, à l'oral. Comme je l'ai expliqué, l'abbé de l'Épée et Pereire étaient rivaux. Pereire et son enseignement n'ont pas survécu à la Révolution. Son fils n'a pas repris le flambeau. Il faudra attendre l'intervention de ses petits-fils, entre 1825 et 1835, c'est-à-dire à la fin de la dernière monarchie, alors que l'enseignement de l'abbé de l'Épée avait ses fidèles partisans. Les petits-fils de Pereire, donc, retrouvent ses écrits, entreprennent de redorer son blason et de promouvoir à nouveau ses idées, de les remettre au goût du jour. Ils étaient dans la finance et à l'origine des chemins de fer. Ils brassaient énormément d'argent. C'est ce qui leur a permis de financer la création d'une école conçue comme un laboratoire de l'oralisme. Dans les institutions nationales, il faut être suffisamment compétent en langue des signes.
Qui est juge? Qui juge la compétence de l'enseignant entendant en langue des signes? Berthier, hein, qui est souverain et qui regarde, ah non, pas lui, lui ça va, bon, ça va à peu près. Alors vous imaginez, bon, en plus Berthier vient d'obtenir la Légion d'honneur, et il commence à y avoir des jalousies très profondes entre l'enseignant entendant et ces prestigieux enseignants sourds que sont Berthier, par exemple, ou Pélissier. Pélissier est un autre enseignant, Pélissier lui fait paraître des recueils de poèmes. Hein, et il est sourd. Et souvent, les professeurs entendants, eux, restent anonymes. Donc des jalousies. Entre 1790 et 1820, la période est, disons, plus axée sur l'enseignement et la place de l'écrit. Il y a une volonté de transmission, mais on n'est pas encore dans la revendication identitaire. La situation commence à se dégrader, et c'est là que les sourds se constituent en association et se mettent en action. Nous sommes en 1823. L'abbé Sicard vient de décéder. Le nouveau directeur placé à la tête de Saint-Jacques impose l'usage de l'oral. Les professeurs sourds sont alors relégués au simple rang de répétiteurs, et ils vont manifester leur profond désaccord. Seulement, à ce moment-là, dans les institutions nationales de jeunes sourds, il y a des vieux profs entendants qui signent bien, qui défendent la langue des signes. Il y a Bébian, hein, qui est un professeur entendant, celui qui signe comme un sourd, qui va prendre fait et cause avec les sourds contre ces nouvelles mesures. Et puis, bien sûr, il y a des professeurs sourds et qui se posent là. Hein. Ils sont quand même quelques-uns et tous y vont de leur réfutation de ces nouvelles mesures. Et il y a une révolte des élèves. On voit déjà donc les élèves se mettent en quelque sorte en grève. Hein. Vous imaginez en 1830 une grève d'élèves dans un institut spécialisé pour mettre un terme à cette volonté de minimiser progressivement la langue des signes. Et tout le long du XIXe siècle, il va y avoir des luttes comme celle-ci. De façon générale, on peut dire qu'on est dans une phase après la guerre de 70 où, pour ce qui est de l'enseignement et de l'éducation, la France va être fascinée par l'Allemagne. L'école obligatoire, ce n'est pas du tout une invention française, c'est pas la République, comme on dit souvent, c'est l'invention de Bismarck, c'est la Prusse. On va s'aligner sur le modèle prussien pour l'école obligatoire, s'aligner sur le modèle prussien également pour l'université. On va essayer de reconstruire l'université française sur le modèle prussien, de construire, parce qu'il n'y avait pas une vraie université française au sens allemand. Et on va également s'aligner sur le modèle allemand s'agissant de l'éducation des sourds. On est, à cause de cette perte, cette annexion de l'Alsace-Lorraine, il y a un resserrement autour de l'unité française et donc de l'uniformité française, de l'unique langue française, et un refus du droit à la différence linguistique, mais à beaucoup d'autres différences. En 1878 à Paris et en 1879 à Lyon, les sourds ont eu la chance de pouvoir intervenir et de couper court au débat. Résultat, ils ont pu conserver la langue des signes, en ajoutant un peu d'oralisme, mais la langue des signes a été maintenue. À Paris, les sourds étaient nombreux, à Lyon aussi. À Paris, ils étaient nombreux à Saint-Jacques. Et à Lyon, il y avait plusieurs instituts de sourds signeurs. C'est alors qu'il a été décidé d'organiser secrètement un congrès à Milan l'année suivante. Ce sont donc les Pereire qui vont financer la participation au congrès de Milan. Donc voyage tout frais payé, à condition que la personne dont ils financent le voyage et l'hébergement leur convienne. Pourquoi pas Berlin?
L'Allemagne, à l'époque, était la championne de l'oralisme. Alors pourquoi l'Italie? Eh bien, parce que la France et l'Allemagne sortaient de la guerre de 1870. La France vaincue avait perdu du territoire et si le congrès avait eu lieu en Allemagne, les Français auraient refusé d'y aller. Et en France, la langue des signes aurait pu perdurer. Si l'Italie a été choisie, c'est à cause du lien fort qu'elle avait avec la France. En 1860, l'Italie avait accepté de vendre, enfin, avait voté la remise de Nice et de la Savoie à la France. Leurs relations étaient bonnes, meilleures qu'avec l'Allemagne en tout cas. Les Italiens ont donc accueilli le congrès et les Français ont accepté de s'y rendre. Ce congrès, qui va durer une semaine, s'ouvrir en septembre 1880 à Milan, va réunir donc des spécialistes de l'éducation des sourds, environ, pour donner une idée de la représentativité internationale de chacun des pays, participant au congrès de Milan. Pour la France, environ 80 participants. Pour l'Italie, pas loin de 160. Chiffre total des participants, 260. 256, enfin, si ma mémoire est bonne, enfin bon, à quelques individus près. On voit tout de suite que la représentation du reste du monde, à part la France et l'Italie, est vraiment peu représentative. Une poignée d'extrémistes souhaitaient la suppression totale de la langue des signes et l'oralisme sans partage. Ils avaient sélectionné quelques enfants sourds italiens qu'ils ont présentés à l'Assemblée. Tous avaient une voix magnifique, preuve de la réussite de l'oralisme. En fait, ces enfants étaient devenus sourds depuis peu. Ils avaient conservé leur voix. L'Assemblée a été conquise et a voté oui. Les 80% de Français et d'Italiens qui constituaient l'Assemblée ont voté pour, et les Américains, les Anglais et les Suédois contre. Mais comme ils étaient minoritaires, le résultat a été celui qu'on sait. La langue des signes a donc été ouvertement et totalement bannie. Le Congrès a opté pour l'oralisme à 100%. À partir de ce moment-là, les 2 premières années passées dans un institut étaient consacrées à la démutisation de l'élève. Et ce n'est qu'ensuite qu'il apprenait à écrire. Il y a un sourd qui arrive malgré tout en payant à ses frais la participation au congrès. Le pauvre n'aura pas vraiment de chance, il n'y a pas d'interprète. Donc la plupart des débats lui passeront au-dessus de la tête et peut-être même n'aura-t-il pas vu n'aurait-il pas compris l'événement qui était en train de se dérouler autour de lui, faute de pouvoir communiquer en langue des signes. Et le débat se clôt en préconisant donc l'interdiction absolue d'utiliser la langue des signes dans les établissements scolaires. Et le congrès de Milan se clôt au cri unanime, ou quasi unanime, de vive la parole. Les seuls réfractaires à ce qui était en train de se produire, ce coup monté, disons-le, c'est un coup monté, qui était en train de se produire, eh bien, sont les Américains, qui eux aussi, avec leur tradition gestuelle, ont très très mal pris ce qui était en train de se dérouler à Milan et sont partis avant la fin du congrès en claquant la porte. Et ce qui fait faire des États-Unis le seul pays à ne pas aller favorablement dans le sens des recommandations qui ont été prises à Milan. On comprend aussi pourquoi, par exemple, les Américains ont si durement réagi aux décisions du Congrès de Milan. C'est aussi une période pour les Américains où on est pratiquement dans une situation inverse, au contraire d'ouverture des frontières, d'accueil d'un maximum de migrants, peu importe la langue, pourvu qu'ils viennent. Et bon, et puis de toute façon, on s'arrangera toujours pour communiquer. Donc une situation de pragmatisme à outrance. Et aussi où peut-être le plus dur problème communautariste que les Américains aient eu à résoudre jusque-là, qui était celui des Indiens, est pratiquement résolu, et déjà depuis quelques années, par l'extinction ou les quasi-génocides de la population indienne. Donc ils ne sont plus du tout dans ces problèmes-là. Ils sont dans un problème au contraire d'ouverture et de certaine générosité vis-à-vis de ce qui peut être différent.
Et je suppose qu'une des raisons, c'est aussi le lien avec le colonialisme. La Troisième République est colonialiste et elle veut imposer un modèle de civilisation aux populations qui sont considérées, hélas, comme inférieures. Et donc il faut les élever à notre niveau. C'est aussi un déni total des droits à différence, c'est un déni des droits de l'homme, un déni extrêmement grave, mais il est en toute bonne conscience, la Troisième République pense qu'elle doit développer le modèle idéal de l'homme français, occidental. Et dans ce modèle idéal, il n'y a pas de place pour les sourds. Le sourd ne correspond pas au modèle idéal. La période qui s'étend de 1870 à 1880 est assez terrible, avec cette image de l'être humain de race blanche supérieure. Darwin était passé par là, aux alentours de 1840, avec sa théorie de l'évolution des espèces et de la sélection naturelle par l'adaptation des plus forts. Cette théorie a été reprise par son neveu, qui l'a appliquée aux groupes humains. Les peuples les plus adaptés luttant pour leur survie, tandis que les plus faibles disparaissent. Le tout est véhiculé par une Europe puissante, qui construisait des usines et des bateaux à vapeur, en comparaison d'une Afrique sous-développée. À l'époque, cette idéologie instituait une hiérarchie des races, et l'Européen à peau blanche se trouvait en haut de l'échelle. Cette volonté est liée, dans toute cette époque, à ce que Michel Foucault a appelé la montée du contrôle social, ce qu'il appelait aussi le biopolitique, le contrôle social du corps. Il y a un contrôle social général, mais le contrôle social du corps va être extrêmement fort, lié à l'hygiénisme, lié au développement de la médecine, il y a énormément de choses qui y sont associées. Et le parler en geste est ressenti comme un non-contrôle du corps. Bon, il y a évidemment ceux qui ont une sainte horreur des signes, parce que le signe c'est vulgaire, c'est grossier, alors que la parole est spirituelle, enfin bon, on voit tout ce discours auquel on était habitué, parce que déjà au XVIIIe siècle, contre l'abbé de l'Épée, il y a eu des discours un petit peu similaires. Hein. L'élévation de la pensée, c'est par la parole, parce que c'est abstrait, les signes ça colle à la chose. Alors vous avez ce curé qui dénonce les signes en disant si effectivement si le problème avec les signes c'est la répétition. Les signes répètent l'action. Parce que c'est du langage d'action, enfin bon, c'est comme ça qu'il appelle les signes, et ils sont amenés à répéter l'action, donc à refaire, et imaginer un sourd qui vient dans le confessionnal pour se confesser d'une mauvaise action qu'il a commise, il est obligé, dans sa confession, de répéter cette mauvaise action. On imagine ce qu'il a en tête. Après 1000 ans, il va y avoir des discours horribles sur les sourds, sur la communauté des sourds, que jamais personne n'aurait osé dire avant. Parce qu'avant, il y avait des profs sourds, parce qu'avant, il y avait Berthier, parce qu'avant, il y avait aussi des professeurs entendants qui, quand même, défendaient l'idée que pour les sourds, le mieux, c'est quand même d'utiliser la langue des signes. Et je pense au discours, par exemple, de Rognard, qui est inspecteur de l'éducation nationale, enfin, je ne sais plus s'il est inspecteur de l'éducation nationale auprès du ministre de l'Intérieur, mais en tout cas, il est inspecteur. Et il déteste la langue des signes, il déteste les sourds, et il défend l'idée de créer des colonies agricoles pour les sourds, où les sourds seront massés, hein, un petit peu comme du bétail ou des sous-hommes, et puis travailleront la terre pour nourrir l'extérieur, etc. Et dans un monde complètement clos et complètement fermé, comme une espèce de goulag, tout simplement parce qu'ils sont sourds. Dans les instituts, les sourds-signeurs et les oralistes ont été séparés. Ils n'ont plus entretenu aucune relation. Leurs emplois du temps, leurs heures de sortie ont été décalés pour éviter qu'ils ne se rencontrent et dans le but de couper les liens qui les unissaient.
En 1886, les établissements scolaires sont devenus totalement oralistes. Les enfants ne savaient plus signer, ils oralisaient, ils suivaient le mouvement. Les sourds plus âgés ont alors cherché le moyen de les ramener vers leur communauté. Pour leur transmettre cette langue des signes, ils sont allés les chercher à la fin des cours pour les réunir autour d'un verre. Mais c'était insuffisant. Le lien entre les générations s'est petit à petit relâché. Donc il y a non seulement l'idée de l'interdiction de l'usage, mais même l'interdiction de la transmission. Et donc au fond, il y a la volonté d'éradiquer une langue naturelle. Langue naturelle que Montaigne, par exemple, considérait comme la langue naturelle de toute l'humanité. Et c'était un événement extrêmement grave dont on ne prend absolument pas conscience. Et jusque mai 68, la question n'est pas reposée. Après mai 68, toutes les questions de liberté sociétale reviennent. Si les lois de 1991 et 2005 constituent une avancée pour la reconnaissance de la langue des signes, on peut s'interroger sur les conditions d'application de cette reconnaissance. Oui. Par exemple, la généralisation d'une éducation bilingue pour les enfants sourds fait toujours défaut. Et n'oubliez pas de consulter le site de l'Œil et la Main. Et venez échanger sur le forum.